何も見えないな。今日は何日だ。ここは。グリシャ、私はどんな姿になってもあなたを探し出すから。お母さんの仇はどうした。巨人を駆逐してやるんだ。お母さんを殺したやつが憎いんだよ。何言ってんだアルミ。母さんならここにいるぞ。殺してやる。私はなぜなんでここに。なんかすっげえ長い夢を見ていた気がするんだけど。なんかすっげえ長い夢を見てた気がするんだけど。いや夢じゃねえ、記憶だ。泣いてるの？エレン。エレン、どうして泣いてるの？Un long rêve, c'est le titre du chapitre. C'est également la sensation que j'ai eue en le lisant tant tout ce qui s'y déroule semble improbable. J'avais la tête dans le brouillard et les idées vagues. J'avais du mal à distinguer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. J'en suis même venu à me demander si tout ce que l'on voit depuis le début n'était peut-être pas comme un long rêve. Bien que l'œuvre ait toujours présenté des éléments fantastiques, elle possédait tout de même un aspect relativement réaliste. Mais depuis quelques mois, le fabuleux a fait totalement irruption dans le récit. Les titans peuvent voler, Ymir peut invoquer des milliers de primordiaux ancestraux, et un mille-pattes gigantesque est dorénavant le boss final de l'histoire. Isayama se sert habilement du mystère entourant les titans, ainsi que du pouvoir de l'originel pour développer des situations qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. J'apprécie beaucoup la direction que prend l'œuvre, car ça donne une dimension plus mythologique et fantaisiste à l'histoire. Mais il est vrai que le côté terre-à-terre perd de son charme. À cela viennent s'ajouter des moments qui paraissent illogiques, voire incohérents, étant donné qu'on n'a toujours pas eu d'explication pour le moment. D'où proviennent les souvenirs qu'a reçu Falco dans le chapitre 133, pourquoi les anciens primordiaux sont venus en aide à l'Alliance dans le chapitre 137. Il ne reste plus qu'un chapitre avant la fin et plusieurs mystères subsistent toujours. Au contraire, l'auteur a même l'air d'en rajouter. Pour l'instant, on est dans le flou, comme dans un rêve. Il s'agit là d'une interprétation très personnelle de ma part, mais ne pourrait-il pas s'agir de l'intention d'Isayama ? Tel un rêve, on ne comprend pas entièrement pourquoi et comment ça arrive. Tout ce qui se passe devient de plus en plus insensé et vague. Dans ce cas, pas seulement Eren et Mikasa ont l'impression de rêver, mais nous aussi. Tout comme les titans, on est peut-être piégé dans un cauchemar éternel. Le rêve est l'une des thématiques principales de l'œuvre depuis son commencement. Je me souviens avec nostalgie des débuts de ce manga novateur qui aura fait battre mon cœur, là où l'on pouvait contempler un petit garçon endormi au pied d'un arbre se réveiller d'un long rêve, en larmes, comme s'il avait accueilli en lui le chagrin et la douleur du monde. Une tristesse qui contraste totalement avec le magnifique champ de fleurs bleues autour. Les fleurs bleues sont récurrentes dans le récit. Dans le mouvement romantique, elle représente le désir, l'amour, l'espoir et la beauté des choses. Elle a été popularisée par le poète allemand Novalis dans un roman où le héros, Henri, fait un rêve prophétique. Le rêve de la fleur bleue qui annonce les principaux événements de la vie du héros et qui va influencer le reste de sa vie. Il symbolise la réconciliation entre le monde réel et le monde de l'imaginaire, mais également l'amour absolu qu'Henri porte à sa bien-aimée Mathilde. Un amour semblable à la relation qu'entretient Mikasa avec Eren, puisque dans cette réalité alternative qui nous est présentée, elle a avoué ses sentiments. Tous deux ont fui afin de vivre ensemble isolés du monde et de ses problèmes. Malheureusement, Mikasa pleure. Elle sait qu'elle n'a pas sa place dans cette utopie factice où ils ont sacrifié leurs amis. Dans cette réalité alternative, Eren a agi comme le 145e monarque d'Eldia, Karl Fritz. Tout comme lui, le chasseur vit retiré dans son petit paradis. Il s'agit d'un monde idyllique pour Mikasa comme l'indique l'auteur dans ses storyboards. C'est ce qui se serait passé, après le chapitre 123, si elle avait réussi à déclarer ses sentiments lorsqu'Eren lui a demandé ce qu'il représentait pour elle.
Au début de sa carrière, Isayama ne prêtait pas d'importance à la couleur de l'écharpe, et c'est pour cette raison qu'elle apparaît en noir dans le manga. Il regrettera plus tard de ne pas l'avoir dessinée en rouge dès le départ. La couleur rouge de l'écharpe a été choisie par les producteurs de l'anime comme représentation du fil rouge du destin, qui relie deux âmes sœurs entre elles. Lorsque Mikasa porte l'écharpe, elle se sent chez elle, en sécurité, enveloppée par l'amour et la protection du petit garçon qui l'a sauvée quand elle était enfant. Et elle n'a pas oublié ce qu'il lui a hurlé ce jour-là, de se battre. Depuis, elle s'est jurée de ne pas l'oublier pour qu'Eren continue de vivre à travers ses souvenirs. Car comme le disait Erwin Smith, c'est à travers les vivants que les morts continuent d'avoir un sens. Elle se rappellera à jamais de l'homme qu'elle aime, de ce qu'ils ont vécu et de ce moment où il la serre dans ses bras, reproduisant ainsi indirectement la case finale du manga. Mikasa n'a plus à souffrir et elle peut être rassurée. Eren ne la déteste pas. Elle prend alors pleinement conscience de ses paroles et de sa volonté en acceptant de se séparer de lui. Les regards que s'échangent Mikasa et Eren sont pleins de sens. Ils se disent adieu et non à plus tard. À la croisée entre la vie et la mort, elle profite des derniers instants de l'être cher en l'embrassant tendrement. Un moment symboliquement fort, à la fois choquant, fascinant, glauque et romantique. Cependant, c'est sa façon de lui dire au revoir et de ressentir son amour, la beauté du monde et sa cruauté. Ce chapitre s'ouvre dans une atmosphère positive et pleine d'espoir. Pieck, Gabi et Falco sont en larmes et serrent leurs parents dans leurs bras, tandis que Karina Brown sait son fils en vie et informe Annie que son père, qu'elle cherche à retrouver depuis si longtemps, a guidé les Eldiens vers la voie de la survie. Il est tout proche. En effet, les coups de feu entendus au chapitre 136 avaient été tirés en l'air et Monsieur Leonhardt est toujours vivant. Le commandant Müller l'aide à se relever dans une poignée de main symbolisant la paix entre Mar et Eldiens. Un sentiment de confort presque totalement absent de l'œuvre fait surface, mais ça, c'était sans compter l'arrivée d'un nuage de gaz. Le mille-pattes propulsé par l'explosion du colossal d'Armin a atterri sur la forteresse de Salta et expulse de son corps un gaz, une fumée ressemblant à celle utilisée à Ragako, dans le village natal de Koni. D'ailleurs, ce nuage de gaz n'est pas sans rappeler l'opening de la saison finale de l'anime. Tandis que le ton du chapitre précédent très comics et shonen semblait nous orienter vers une fin heureuse, l'auteur prend tout le monde au dépourvu en inversant brutalement la situation. Tout ce dont nous sommes témoins est surprenant, soudain et même choquant. C'est un véritable tourbillon de sentiments contradictoires qui nous submerge ainsi qu'une totale incompréhension. Nous ne réalisons qu'après coup ce qu'il vient de se passer et lorsque l'on comprend, ça fait mal. Pourquoi tant d'injustice? Ils ne sont même pas morts en héros, mais comme des personnes lambda. Encore une fois, Shingeki no Kyojin casse les codes des shonen classiques en prenant à contre-pied les stéréotypes de Neketsu. Comme l'a dit l'auteur régulièrement dans ses interviews, il a toujours voulu trahir ses lecteurs. C'est le sentiment que beaucoup ont ressenti et n'ont pas aimé, car tout ce qui se passe peut avoir l'air précipité et rushé, mais c'est l'intention du mangaka. Les événements qui s'enchaînent se déroulent dans un rythme effréné. Eren se transforme de nouveau, mais cette fois-ci en un titan colossal. Son affrontement avec Armin rappelle les films de kaiju qui ont beaucoup inspiré Isayama et notamment le combat entre Godzilla et King Kong. En tout cas, il est ironique de voir qu'Eren incarne aujourd'hui la chose qu'il déteste le plus au monde, car le titan colossal est l'origine du drame ayant causé la mort de sa mère. L'auteur expliquait dans une autre interview qu'il a redessiné le titan colossal de nombreuses fois afin qu'il ressemble à un dieu, d'où son surnom de dieu de la destruction dans le manga. Sa vision générale du titan colossal lui est venue grâce au critique Tomohiro Machiyama qui lui a parlé du paradis perdu de John Milton. Dans ce poème épique, il explique que si vous pouvez vivre au paradis, vous pouvez peut-être vivre heureux. Cependant, au final, n'est-ce pas l'équivalent de devenir l'esclave de Dieu ? Par exemple, même si vous étiez banni du ciel et plongé en enfer, vous devriez choisir la liberté. C'est le thème du paradis perdu, et c'est de là qu'Isayama tire sûrement la notion de démon du paradis. Dans Shingeki no Kyojin, les gens qui choisissent de sortir du mur sont ceux qui choisissent la liberté de l'enfer. Ils ont choisi de mettre de côté leur bien-être pour une liberté incontrôlée. Et c'est bien le choix qu'a fait Jean, comme le rappelle Connie, son frère d'armes.
C'est grâce à Jean qu'ils ont rejoint le bataillon d'exploration. Lui qui voulait à tout prix rejoindre les brigades spéciales pour être tranquille, a fait un choix humaniste et non pas égoïste au final. C'est la beauté de son personnage, il ne fait pas ce qu'il voudrait faire, mais ce qu'il faudrait faire. Ce sera la mort de son ami, Marcobot, qui l'aura poussé à se retrouver ici même, dans ce cauchemar. Le bataillon d'exploration, c'est bien la liberté d'aller en enfer. Et cet enfer, Annie va malheureusement y goûter. Elle est enfin face à son père, à qui elle avait promis de revenir saine et sauve. On peut lire l'enthousiasme sur son visage, c'était son unique souhait de revoir cet homme qu'il a adopté et fut le premier à lui donner un sens à sa vie, car il la voyait réellement comme sa fille, et non comme un outil. Elle préférera même s'enfermer dans son cristal plutôt que de se faire tuer dans le seul but de le revoir. Son père, de son côté, continuait de l'attendre également, depuis 4 ans. Il croyait en sa survie jour après jour, continuellement. Et c'est alors qu'il se retrouve enfin face à face, prêt à se serrer dans les bras, dans un moment fort en émotion, que l'auteur, dans toute sa cruauté, fait en sorte que cela ne se produise pas et que cela ne se produise peut-être jamais. C'est dur de voir tous les Eldiens se transformer en titans, c'est cruel de voir les Primordiaux et les Ackerman contraints d'abandonner leur famille et leurs amis. Le cri de rage de Falco qui vient de tout perdre est poignant. C'est un vrai pincement au cœur de voir les guerriers s'entretuer avec leur propre famille transformée en titans. Quelle souffrance pour Annie et Pieck, mais aussi pour Reiner, qui revoit enfin sa mère, mais en titan. Désormais, tout repose sur Mikasa et Levi qui doivent arrêter Eren dans un dernier élan de désespoir. C'est une attaque très symbolique, car après que l'homme le plus fort de l'humanité ait créé une ouverture dans la bouche du titan d'Eren grâce à sa lance foudroyante, il lui crie « C'est à toi, Mikasa ». Cela rappelle bien entendu ce que lui a dit Eren lors de la bataille de Revelio face au titan marteau d'armes, mais cela évoque aussi la bataille de Shiganshina, où Anji, dans un acte héroïque, lui criait les mêmes paroles en explosant la mâchoire du cuirassé, grâce à sa lance foudroyante. Anji et Levi, deux personnages très proches depuis longtemps, ont donné l'ordre à Mikasa d'achever Eren et Reiner, les deux ennemis majeurs de Shingeki no Kyojin. Pour le moment, Isayama n'est toujours pas revenu sur le point de vue d'Eren. Il est donc fort probable qu'il revienne droit dessus dans l'ultime chapitre qui clôturera cette œuvre sensationnelle. Ce chapitre final permettra également de savoir si les Eldiens transformés sont vraiment morts. Si le parasite meurt, les titans redeviendront-ils humains? En tuant Eren, est-ce que le parasite meurt aussi? Se pourrait-il que la ligne temporelle se réinitialise de nouveau? En tout cas, comme nous le montre le storyboard du chapitre 135, il est fort probable qu'à la fin de l'histoire, le rêve d'Ymir se réalise et que l'on assiste à la naissance d'un monde libre de toute malédiction et fatalité. Cela coïnciderait avec la dernière case du manga diffusé par l'auteur, qui semble nous montrer un bébé, naissant dans un monde libre, où le règne des titans est probablement aboli, et le cycle de la haine révolu. エレン、お前と俺たちとの判断の相違は経験則に基づくものだ。だがな、そんなもんは当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ。俺には分からない。ずっとそうだ。Hajime Isayama est un auteur qui n'oublie pas les fondations de son manga. Ainsi, 11 ans plus tard, le début de l'œuvre trouve son sens dans sa fin. Le souvenir qu'a reçu Eren au pied de l'arbre dans la 13e page du chapitre 1 n'était pas un rêve, c'était bel et bien réel. Aujourd'hui, grâce au chapitre 138, on comprend qu'il a vu ses derniers moments en compagnie de la seule femme à avoir toujours été à ses côtés depuis le début de l'histoire. Aussi bien Mikasa qu'Eren se souviennent de cet instant car il s'agit de la réalité et nous allons vous expliquer pourquoi. Pour comprendre ce que sont réellement ces moments dont Mikasa et Eren se rappellent, il faut s'intéresser à la manière dont Isayama aborde le rêve de façon générale. Dans l'épisode 20 de la saison 3, Eren se réveille en sursaut dans sa cellule. Tout comme dans le chapitre 1, il pleure et a l'impression d'avoir fait un long rêve, mais il se rend bien vite compte que ça n'en est pas un. Ce sont des souvenirs. Il s'agit d'un parallèle évident entre ces deux chapitres pour nous montrer que ce qu'il a vu à ces moments était bien réel. Ce qu'il s'est passé ressemble beaucoup à la capacité de Reiner qui consistait à transférer sa conscience dans une autre partie de son corps.
Ici, la conscience d'Eren a comme été transportée à cette période de la vie de Grisha et de Kruger. Il revit pleinement ses souvenirs, et c'est pour cette raison qu'on le verra parler de la même façon qu'eux, et également adopter des positions similaires. De la même manière, dans le chapitre 54, Historia explique à Eren qu'elle a l'impression d'avoir fait un rêve, alors qu'il s'agit en vérité de souvenirs qui ont réellement existé et dont elle ne se souvient pas. De la même façon, quand Eren a des maux de tête, c'est parce qu'il essaye de se rappeler de souvenirs qui ont du mal à refaire surface. Ce n'est pas la première fois que l'œuvre nous confronte à une réalité alternative. Le spin-off, Lost Girl, nous présentait sous un nouveau jour la rencontre entre Mikasa et Eren. On y apprend qu'Eren est destiné à mourir et que Mikasa ne peut l'en empêcher bien que son seul souhait soit de vivre à ses côtés. Elle réinitialise donc la ligne temporelle à chaque fois qu'il meurt, car elle n'accepte pas d'être séparée de lui. Ils sont piégés dans une boucle infinie qui, à chaque cycle, mène irrémédiablement à la mort d'Eren. Tout le spin-off porte sur les choix que Mikasa va faire afin d'avoir la vie qu'elle convoite tant avec lui. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu car Eren porte la mort en lui, à cause de son désir de liberté inhérent. Face au sort tragique qui attend Eren, Mikasa a peur de l'oublier et souhaite se rappeler de lui tout comme dans le chapitre 138 et l'épisode 7 de la saison 1. Cela rappelle beaucoup Muv-Luv Alternative. Nous allons parler du jeu comme si vous ne l'avez pas vu passer à la partie indiquée sur le timer à l'écran. Dans ce jeu, l'un des personnages, Sumika, est amoureuse du protagoniste Takeru qui est capable de voyager entre différentes lignes temporelles. Elle essaiera de se rappeler de lui plusieurs fois, mais finira par l'oublier. Muv-Luv Alternative est un visual novel qui a été une grande source d'inspiration pour Isayama. Il existe 3 parties dans ce jeu. La première est Muv-Luv Extra. Il s'agit d'un school life, comédie romantique et ecchi, où le personnage principal, Takeru, vit comme un adolescent normal. Dans la deuxième partie, Muv-Luv Unlimited, l'histoire commence exactement comme dans Extra, avec Takeru qui se réveille dans son lit. Cependant, il apprendra qu'il est dans un monde alternatif à Extra, où des extraterrestres appelés Beta les ont envahis et l'humanité se bat contre eux avec des mechas. Enfin, dans la troisième partie, Muv-Luv Alternative, Takeru se réveille dans sa chambre 3 ans après le début d'Unlimited. Bien qu'il pense d'abord que les événements de Unlimited étaient un rêve, il constate qu'il a été renvoyé dans le temps au début des événements dans Unlimited. Refusant d'accepter les événements tragiques qui se sont déroulés à la fin du jeu, il décide de tout faire pour sauver la Terre et l'humanité. Le « à plus tard » que Mikasa dit à Eren avant qu'il ne meure a une signification très forte dans Muv-Luv. Dans Muv-Luv Extra, Takeru explique à Meiya que si l'on veut revoir quelqu'un, vous n'avez pas à dire au revoir, mais plutôt « à plus tard », ce qui est devenu un thème majeur de l'histoire dans Unlimited et Alternative. L'un des personnages féminins, Kasumi, termine toujours la conversation avec Takeru en disant « bye bye ». En fin de compte, quand Takeru va retourner dans son monde et que Kasumi pense qu'elle ne le reverra plus jamais, au lieu de dire bye bye, elle lui dit à plus tard. Lorsqu'Eren se souvient d'une Mikasa avec les cheveux courts qui lui dit à plus tard, il paraît évident qu'Isayama est influencé par le visual novel. Il est forcément au courant de la connotation avec ça et que ça signifie qu'ils vont se retrouver dans une réalité alternative. Le light novel de Lost Girl permet d'éclairer un peu plus cet aspect, puisqu'il est expliqué que ce que vit Mikasa n'est pas un rêve. Ce n'est pas non plus une illusion ou une hallucination. Ce n'est pas un monde parallèle qui coexiste avec le nôtre. Ce que Mikasa a vécu est quelque chose qui n'a pas de nom et qui transcende la compréhension humaine. Son esprit a été transporté dans un autre espace-temps. L'auteur a pris soin de préciser qu'il ne s'agit pas d'un monde parallèle existant en même temps que le nôtre. Il ne s'agit donc pas d'une autre dimension ou d'un multiverse. Pour nous, il peut donc toujours s'agir d'une ligne temporelle dynamique. Cela signifie que les événements d'une même ligne temporelle peuvent être changés afin d'impacter le futur. Dans l'OAV Lost Girl, on peut d'ailleurs voir Mikasa regarder un papillon bleu qui représente bien entendu le concept de l'effet papillon. L'effet papillon en fiction se produit lorsqu'une personne fait un choix spécifique dans sa vie. Il peut s'agir de n'importe quel type de choix. Le moindre petit changement dans une décision peut modifier drastiquement le reste de la vie d'un individu. Des jeux populaires comme Life is Strange se basent fortement sur ce concept. Dans le jeu,
juste après qu'un papillon bleu apparaisse en face du personnage principal, Max, elle a le choix entre plusieurs options qui peuvent changer le fil de sa vie. Max peut remonter dans le temps autant de fois qu'elle le veut, ce qui permet au joueur de voir toutes les routes qu'elle peut emprunter selon ses choix. Sur son blog, Isayama expliquait que pour lui, ce jeu est un chef-d'œuvre et que le chapitre 84, Soleil de minuit, où Levi doit choisir entre Armin et Erwin, en a été grandement influencé. Il est intéressant de noter que dans ce même chapitre qui est l'un des plus importants du manga, Mikasa est prise d'une violente migraine. Les maux de tête de Mikasa sont récurrents tout au long du récit. Ceux qu'on a vus dans le chapitre Soleil de minuit ou dans le chapitre 138 ne sont pas des cas isolés. Lorsque Mikasa a un mal de tête, c'est un avertissement pour nous prévenir d'une issue qui aurait pu être différente. Elle en a eu plusieurs à des moments clés de l'histoire. Dans l'épisode 2, après que la mère d'Eren soit morte, Mikasa se tient la tête et dit « ça recommence ». Dans l'épisode et chapitre 7, on peut voir Mikasa tenir sa tête. Dans l'animé, on a l'impression qu'elle se bouche les oreilles à cause du cri d'Eren, mais ce n'est pas l'impression que ça donne dans le manga. Avant que le titan assaillant vienne la secourir, lorsqu'elle apprend de la bouche d'Armin qu'Eren est mort, elle dit de nouveau « ça recommence ». Est-ce que je vais encore devoir tout recommencer de zéro ? Aujourd'hui, ces phrases ont un double sens fort. Ensuite, dans l'épisode 8 de la saison 2, lorsqu'Eren se fait capturer par Reiner et Bertolt, quand Mikasa apprend la nouvelle, elle est de nouveau prise d'un mal de tête et dit « ça recommence ». Enfin, dans les chapitres 109 et 112, ses migraines reviennent à nouveau en se rappelant du moment où Eren l'a sauvée des kidnappeurs, comme si elle découvrait la nature mystérieuse et sombre de cette scène. Les maux de tête de Mikasa semblent donc bien s'apparenter à des moments ou des choix importants et décisifs qui auraient pu être différents. Chacun de ces moments représente une alternative qui ont affecté le cours de l'histoire et qui se sont peut-être déroulés autrement dans une autre ligne temporelle. Par exemple, peut-être qu'un choix différent a été fait où Erwin survit, mais pas Armin. Ou alors peut-être qu'il a existé une ligne temporelle où Eren meurt réellement dans l'épisode 5. Les choix dans l'attaque des titans ont toujours été l'un des sujets majeurs. C'était également l'un des axes de l'OAV No Regrets où Erwin disait à Levi « Les regrets ne feront que ternir tes futurs choix, et qu'alors tu commenceras à laisser les autres prendre des décisions à ta place. Dans ce cas, il ne te restera plus qu'à mourir. Personne ne connaît l'issue, alors il ne faut pas regretter ses choix. » D'ailleurs, dans l'épisode Match Parfait, Erwin hésitera à se sacrifier. Il se rappellera ses camarades morts au combat et commencera à avoir des regrets. Levi se souviendra de ce que le commandant lui avait dit ce jour-là dans No Regrets. Il fera alors le choix à sa place et demandera à Erwin d'abandonner ses rêves et de mourir. Cette philosophie a permis à Levi de grandir et de le définir. Il a transmis ses leçons à Eren puisque dans la saison 1, il lui demandera de choisir ce qu'il regrettera le moins, car il n'a jamais su quel était le bon choix. Il fait juste le choix qu'il regrettera le moins. Au final, dans ce chapitre, Isayama semble répondre à la problématique du libre arbitre contre le déterminisme. Tout aurait pu se passer autrement. Le libre arbitre existe et nos actions et décisions importent et peuvent influencer l'issue d'une situation. En fonction de nos choix, des routes différentes dans notre vie peuvent se former. Mais le destin existe aussi. Bien qu'on ait la liberté de faire ses propres choix, certains éléments sont figés et on ne peut pas les changer. Dans le manga, la ligne temporelle se répétera toujours jusqu'à ce que vous ayez accompli votre destin. Mikasa est la seule qui peut libérer Eren de la malédiction qui pèse sur lui. C'est à Mikasa de prendre la bonne décision. Veut-elle continuer à répéter ce cycle ou en finir ? Dira-t-elle encore une fois à plus tard ou adieu au jeune homme épris de la liberté ? Eren et Mikasa, à travers leur choix, ont donc accepté leur destin tragique. L'un d'accomplir le grand terrassement pour sauver ses amis, l'autre en tuant l'être qu'elle aime. Ils se sont ainsi tous deux libérés des chaînes du cycle infini de la haine dont ils étaient prisonniers, en trouvant une forme de salut dans la mort. 何もできなかった。私の中に残っていたのは随分と長い夢を見ていたという感触だけだった。幸福で悲しい夢、
そして目が覚めた時、私はエレンの身に起こったことを一つの厳然とした事実として受け入れた。エレンはきっとウォールマリアを取り戻し、一匹残らず巨人を駆逐して、そして海を目にするのだろう。それでもきっと歩みを止めることはないのかもしれない。そして私には、いや、誰にもエレンを止めることはできない。それでもいい。エレンがどこへ行こうと、私はエレンのそばにいたい。私が願うのはただそれだけだ。ねえエレン。